Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain du travail. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Edwige, qu'on rencontre au bord du bassin, pour qu'elle puisse nous parler de son parcours. En effet, après un master dans une école de commerce, elle a décidé de s'orienter vers la recherche. Elle nous parlera de son rapport à l'entreprise, au management et à l'argent. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute! Du coup, Edwige, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. J'ai pris plein de notes, mais avant que tu te présentes, j'ai remarqué tout à l'heure en me relisant qu'en fait, il y avait quand même pas mal de passion dans ton parcours et plus orienté sur l'enseignement, ce qui est, je pense, quelque chose aussi d'assez rare. Et donc, je veux bien que tu nous en parles un peu plus et que justement que tu nous dises un peu comment, en sortant d'école de commerce qui nous oriente pas du tout vers ça à la base, tu as fait ce choix de pouvoir aller vers la recherche. Merci Apolline. Oui, donc je m'appelle Edwige. Je vous présente brièvement mon parcours et après je vais redétailler. Donc, j'ai fait une classe préparatoire. À la fin, je ne savais strictement pas du tout ce que je voulais faire. À l'entretien de l'EM Lyon, j'ai pipoté en disant que j'avais un projet d'entrepreneuriat, comme beaucoup peut-être d'étudiants ou d'étudiantes, je ne sais pas. J'ai eu une très mauvaise note à l'entretien, mais j'ai réussi à entrer. Bon, j'intègre l'EM Lyon. Je fais mes années. Je finis en 2018. Ensuite, en septembre 2018, j'intègre Dauphine pour faire un deuxième M2. Et depuis septembre 2019, je suis donc en thèse à Dauphine. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? En fait, donc, comme je vous l'ai dit, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à l'EM Lyon. Et puis assez rapidement, je me rends compte que les cours de compta, ça m'intéresse pas mal, que j'aime bien tout ce qui reste assez proche, dans l'idée un peu assez proche des maths, mais la corpo-phy, ça m'avait pas enchanté des masses non plus. Bon, donc je commence à m'orienter vers le contrôle de gestion. Donc je fais mon premier stage, je passe la période préma, c'est pas un stage de fou à l'étranger. Je sais juste que je préfère plutôt rester en France. Et donc 2016, pendant l'année où on a notre mandat associatif, je décide l'été de faire un premier stage en contrôle de gestion. Donc c'est un petit stage, ça dure 4 mois, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, c'est à Lyon. Et ça se passe très mal. Je m'ennuie beaucoup, je m'entends pas très bien avec ma maître de stage, j'aime pas du tout la hiérarchie, enfin le fait de... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'étais pas à l'aise dans mes relations sociales avec mes collègues. J'arrivais pas vraiment à trouver quelque chose qui pourrait me plaire dans l'entreprise où j'étais. Et même, ça m'a un peu dégoûtée sur le moment du contrôle de gestion. Donc voilà, je suis sortie de ce stage, j'étais très déçue et je me suis dit, oh là 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 là, mais pré-master, c'était pas ouf l'expérience. Cette expérience-là, qui était vraiment une expérience en France concrète avec un poste en contrôle de gestion, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je vais faire à la sortie de l'EM? Bon. À ce moment-là, enfin un petit peu avant, il y avait eu le Careers Forum. Et le Careers Forum, il y a des entreprises comme les cabinets d'audit qui recrutent 1 an à l'avance pour leur stage. Et à l'époque, tout le monde voulait faire un stage en audit et je m'étais un peu auto-persuadée à l'époque que l'audit, ça pourrait m'intéresser. Et de toute façon, ça faisait un stage sécurisé au cas où. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui, après avoir leur stage, l'abandonnent pour un autre. Donc, début 2016, j'avais passé les entretiens au Careers Forum. Ça s'était super bien passé. En fait, les boîtes d'audit étaient super... elles sont très tournées vers les jeunes, donc elles étaient super accueillantes. On avait envie d'y aller. Je décroche un stage chez EY, à qui je dis oui. Et à l'époque, moi, l'audit, c'était le truc par lequel tout le monde passe. Et c'était une carrière potentielle assurée sur... si ça te plaît, tu peux y rester et progresser chaque année. Ça, c'est une idée qui me plaisait vachement. C'était... en fait, ça avait l'air d'être une carrière valorisante, tout ça. Et si vous voulez un témoignage d'une personne qui aime beaucoup l'audit, il y a Solène qui est venue témoigner. Et je suis d'accord avec beaucoup des choses qu'elle dit. Hein, c'est vraiment très intéressant. Et c'était le témoignage qu'en faisaient les anciens de l'EM. Et du coup, ça me plaisait. Enfin, ça avait l'air de me plaire. Après le stage en contrôle de gestion, je me dis, alors, je vais donner ma chance à l'audit. Mais en parallèle, je m'étais dit, oui, mais et si ça me plaît pas aussi, quoi, ça me ferait ma 3e expérience qui me plaît pas, comment je peux faire?
Donc, en parallèle de ce stage en audit, je commence à me renseigner sur autre chose qui me plaît et qui n'est pas conventionnelle, qui est j'aime bien enseigner. Enfin, j'aime bien enseigner. Je n'avais pas enseigné à l'époque, c'est-à-dire que j'avais seulement soit aidé des camarades au cours de ma scolarité, soit en parallèle de l'EM Lyon, je donnais des petits cours à des étudiants en lycée, collège, même prépa première année, et ça me plaisait beaucoup. Et à l'EM Lyon, il y avait une professeure que j'avais trouvé super dans sa pédagogie. Bon, le cours de compta aussi m'intéressait. Donc, voilà, c'était Géraldine Gindre. Donc, je la contacte. Je lui envoie un message et je lui dis, bon, bah, écoutez, voilà, j'aimerais enseigner. Si possible, j'aimerais enseigner en études supérieures. Comment ça se passe? On prend rendez-vous et puis en décembre, on discute, donc décembre 2016. Et elle me dit, bah, écoute, en fait, si tu veux enseigner comme moi je fais, il faut faire une thèse et il faut devenir enseignant-chercheur. Et actuellement, la tendance, à cause des compétitions entre les grandes écoles, c'est de privilégier la recherche à l'enseignement. Donc, même si tu as envie d'enseigner, il faut que tu dises que tu veux faire de la recherche. Alors, en deuxième année de l'EM, la recherche, qu'est-ce que c'est? C'est RECAPS en première année. Une expérience que tout le monde bâcle un petit peu aux vacances de Noël avant de rendre le 4 janvier son dossier. Bref, donc pas grand-chose. Ok. Bon, je connais quelqu'un d'autre qui a fait l'EM Lyon et qui après a fait une thèse. Enfin, je connais quelqu'un d'autre qui a fait une thèse, donc, qui a fait l'EM Lyon avant. Je contacte cette personne et elle me dit, bah si, tu peux faire une thèse après l'EM Lyon. Je te conseille d'aller à Dauphine et de contacter telle personne. Bon, sauf qu'en 2016, moi, je me dis, bon, il me reste tout 2017 plus le premier semestre de 2018. Donc, c'est dans un minimum 1 an et demi. Et c'était hors de question pour moi d'arrêter l'EM Lyon. Je voulais être diplômée de l'EM. Enfin, ça m'intéressait quand même ce qu'on faisait à l'EM. Et puis après, quand on commence à prendre les cours à la carte, je savais ce que je voulais faire. Il y avait un séminaire en audit que j'ai fait. C'était avec Géraldine Notgendre. Pas de coïncidence. Il y avait quoi d'autre comme cours il y avait des cours encore de compta avancé, des cours où on était 10 élèves un mardi soir de 18h à 20h, mais c'était sympa. Bref, des cours où je restais dans le domaine dans lequel je suis actuellement, qui est comptabilité, contrôle, audit. Donc, voilà, ça, je me dis, bon, voilà, j'ai le temps encore, j'ai 1 an et demi pour savoir est-ce que je veux aller là-dedans. Je sais qu'il existe des pistes et des moyens de faire une thèse après l'EM Lyon si je veux. Bon, arrive 2017, je fais mon stage chez EY, ça se passe très bien, enfin, c'est cool, j'aime bien l'audit, c'est intéressant. Par contre, c'est un rythme de travail qui ne me convient pas. Je le sais. Enfin, j'aime bien l'entreprise, je m'entends bien avec mes collègues. Enfin, c'est intéressant, mais c'est un rythme de travail vraiment. Je suis pas prête à faire ça, même en étant jeune. Je me dis, si je fais ça, je vais jamais tenir avec mon copain. Et pourtant, quand EY dit, bon, bah, est-ce que vous voulez revenir en CDI? Bah, je pense à plusieurs choses. Je pense que c'est intéressant et je pense aussi que j'ai un prêt à rembourser. Que j'avais contracté pour payer l'EM Lyon et que je dois commencer à payer ce prêt 1 an après la fin de mes études de l'EM et je dois le rembourser en 4 ans. Ça fait un gros montant en 4 ans et le salaire de l'audit permet de faire ça. Donc, c'est assez attrayant. Bon, finalement, je dis à EY non et je leur dis je veux faire une thèse. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris ma décision de faire ma thèse. Qu'est-ce qui a changé entre décembre où je ne savais pas trop et après le stage d'audit? C'est que je me suis rendu compte que l'audit, ça m'intéressait vraiment. Ça m'avait beaucoup plu. Vraiment, il y avait beaucoup de problématiques, ne serait-ce que les conditions de travail qui sont le rythme, le fait que les gens ils y aillent et les jeunes diplômés ils y foncent même. Et puis finalement, moi je me posais des questions. Comment est-ce qu'on accepte de travailler 80 heures par semaine dans les périodes où ça va pas, alors que pourquoi est-ce que les cabinets d'audit ne recrutent pas plus? Il y a énormément de problématiques dans l'audit et j'ai commencé à me les poser pendant que j'étais en stage et je me suis dit, en fait, j'ai envie de m'intéresser à ces problématiques, mais non pas en étant moi en train de les vivre, mais en étant en train d'essayer de les comprendre. Donc, en fait, pendant mon stage chez EY, j'ai décidé de faire une thèse en audit. Après, bon, ok, voilà, ça, c'est ce qui se passe. Donc, arrive la fin, je finis les cours à l'EM, je fais mon échange, je sélectionne mon échange pour avoir des cours en audit. En plus, je croisais les doigts pour avoir l'échange où il y a des cours de recherche en audit. Je l'ai, ça se passe bien, ça m'intéresse. Arrive le stage de fin d'études de l'EM Lyon et je fais un stage à nouveau en contrôle de gestion parce qu'en fait, ça reste quelque chose qui m'intéresse, le contrôle de gestion. J'adore Excel, donc c'était parfait.
Et ça se passe extrêmement bien. Je m'entends bien avec mes collègues, le poste me plaît, l'environnement me plaît. C'était dans le domaine des éditions. Alors, c'était génial. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, est-ce que finalement j'ai trouvé ma place en entreprise? Est-ce que vraiment, en fait, la recherche, c'était pas juste parce que je me sentais pas bien jusque-là? Et puis je me dis, bon, j'ai 1 an avant de devoir commencer à rembourser mon prêt. Il y a le master dont on m'a parlé à Dauphine. Je me renseigne, je fais les entretiens d'admission en parallèle de mon stage de fin d'études. Ils me disent, OK, vous pouvez venir faire le master chez nous et vous pouvez le faire en alternance pour payer Dauphine, parce que Dauphine était payant aussi à peu près le même niveau qu'une année à l'EM. Et du coup, l'alternance, ça me permet, 1, de vivre moi, d'avoir un salaire, et 2, de payer Dauphine. Donc, je fais ça. Je me dis, au pire, dans 1 an, si finalement, j'ai plus envie de faire de la recherche, j'ai toujours mon master de l'Amiens, j'ai mon master de Dauphine, j'ai une expérience professionnelle significative avec une alternance. Donc, on y va. Je me retrouve à continuer mon alternance là où je faisais mon stage de fin d'études, donc à un poste qui me plaît, avec des gens qui me plaisent, etc. Et en parallèle, je fais un master qui s'appelle un master recherche à Dauphine, c'est-à-dire que le but, c'est de vous préparer à faire un mémoire qui est un peu plus significatif que le PFE de l'EM Lyon. Vous pouvez faire un PFE très significatif à l'EM Lyon, selon les professeurs, mais là, le but, c'est que votre mémoire serve de base à votre thèse. Et la thèse, c'est un travail qui est minimum de 3 ans, à temps plein. Donc, j'y vais, je rencontre des professeurs qui m'accompagnent pour apprendre ce que c'est que la recherche, parce que moi, j'étais toujours attirée par l'enseignement, j'avais fait mon petit séminaire en échange sur la recherche, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est la recherche. J'avais fait mon PFE, mais c'est pas... donc, j'apprends ce que c'est la recherche, j'apprends ce que c'est... je rencontre d'autres professeurs avec qui j'échange, et arrive, du coup, on est en 2019, à la fin de l'année scolaire 2019, donc vers avril, mai, juin. 2 choses arrivent simultanément. Je candidate pour avoir une thèse, pour pouvoir faire ma thèse à Dauphine, mais ma condition, c'était d'être acceptée, d'avoir une bourse. Enfin, c'est pas une bourse, c'est un contrat par le ministère, ça s'appelle un contrat doctoral, qui vous paye pendant que vous faites votre thèse. Donc, je suis payée pour ma thèse. Donc, je candidatais à ça et pour moi, c'était une condition sine qua non. Je n'ai pas le contrat doctoral, je ne suis pas payée pendant ma thèse, je n'y vais pas parce que j'ai mon prêt à rembourser, je ne peux pas faire une thèse sans être payée. Deuxième chose qui arrive simultanément, mon chef m'annonce qu'il part et que son poste se libère et que nos collègues aimeraient bien que je reprenne le poste. Ça faisait 1 an et demi que j'étais, en gros, son assistante, mais il me déléguait beaucoup de choses et ça me plaisait beaucoup. Bon, du coup, à nouveau dilemme, est-ce que j'accepte un CDI ou est-ce que je pars en thèse? Et ça a été difficile de dire non à l'entreprise parce que je les décevais un peu, parce qu'ils m'avaient formée pendant 1 an et demi, ils m'avaient pris en alternance après mon stage et je leur ai dit non. Et j'ai choisi de donner la chance à la thèse parce que j'avais ce contrat doctoral, j'allais être payée et jusque-là, tout... Ça paraît, quand je le raconte a posteriori, ça paraît linéaire, mais c'est juste les différents choix que j'ai pu faire me disaient allez, go, tente ta chance. Et je savais qu'en faisant ça, je perdais en qualité de vie. Enfin, comment dire, quand on fait une thèse, on n'est pas payé beaucoup. Et j'avais toujours ce prêt à rembourser. Et même si j'ai de l'aide de la part de mes parents, j'ai une part de ce prêt qui me repose sur moi. Et c'est sûr que si j'avais un salaire en audit VS mon salaire de thèse actuel, ce ne serait pas du tout le même niveau de vie. Mais je me suis dit que je pouvais le faire. C'est-à-dire que je ne suis pas payée énormément, je suis quand même payée, je peux vivre de mon travail et je peux rembourser mon prêt. Et tout ça a fait que je me suis dit, c'est pas grave, je n'aurai pas le niveau de vie, je veux dire, d'une diplômée de l'EM Lyon, mais je fais des choses qui me plaisent. Et j'ai la chance donc de pouvoir, ça fait 1 an et demi maintenant, enseigner parce qu'on donne des cours. Et j'enseigne le contrôle de gestion. Vous voyez que ça me poursuit, le contrôle de gestion. Mais donc, j'enseigne du contrôle de gestion et je fais ma thèse en audit à côté. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai parlé à Pauline du prêt, tu m'as dit d'en parler, et des rencontres, c'est bon. Trop cool, merci. En plus, je ris parce que j'avoue que quand je disais passion, j'avais pensé à l'enseignement, mais pas à l'audit et au contrôle de gestion. Et moi, ça m'épate toujours de voir des gens parler de l'audit et du contrôle de gestion avec autant d'amour.
Mais ouais, j'avais une question, moi, sur justement tout ce que tu disais par rapport à l'entreprise. Tu nous avais beaucoup parlé dans la préparation, justement, de toutes ces questions que tu t'étais posées sur bah, est-ce que justement c'est un monde qui te correspond, d'autant plus que c'est un peu pas forcément le seul domaine qu'on nous présente en école, mais c'est quand même le modèle qui est beaucoup mis en avant. Et ma deuxième question qui n'a un peu rien à voir, c'est ben, si, mais dans la même lignée par rapport à ton entreprise et à ce que le monde de l'entreprise est censé t'apporter. C'est drôle que tu emploies le terme je me sentais redevable de ma formation, comme si tu avais vraiment un attachement un peu plus particulier que juste une transaction avec l'entreprise où tu travaillais. Du coup, je veux bien que tu détailles ces aspects-là. Alors pour l'entreprise, je mets directement de côté tout ce qui est start-up. Et ça, je l'avais dit quand on a préparé ça, parce que j'étais à Jet, à l'EM Lyon. Et Jet, ça fonctionne un peu comme une start-up. Et je voulais pas. C'est super parce qu'on a beaucoup d'autonomie, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas ce que je voulais faire. Et PCE m'avait un peu dégoûté de porter moi-même un projet de start-up. Le projet de création d'entreprise à l'EM Lyon, je précise pour ceux qui ne sont pas de l'EM Lyon, pardon. Et donc voilà. Et en entreprise, j'arrivais pas à me sentir à l'aise. Et que ce soit dans ma première entreprise, enfin en pré-master, ou même si on fait un stage qui est pas ouf intellectuellement, ça reste quand même une expérience en entreprise. Ça, c'était vraiment une très grosse boîte. C'était dans l'usine en plus. La deuxième boîte, j'étais au siège et enfin à chaque fois, il y a des gens avec qui je me suis bien entendue. Et c'est à chaque fois ce qui me plaisait dans mes postes en entreprise. Le relationnel jouait énormément. Mais en fait, c'est sur les tâches, j'avais l'impression de très vite m'ennuyer, de pas avoir assez de responsabilités en même temps. Enfin, en même temps, vous êtes stagiaire, c'est normal, on n'a pas le droit. Mais même, par exemple, quand j'étais en alternance, au bout d'un an et demi, ça faisait 1 an et demi que j'étais là, je savais faire les choses. Et pourtant, il y avait toujours cet esprit de vérifier ce que vous faites. Et moi, j'avais la chance d'être alternante, donc de ne pas être en poste. Et je n'ai jamais été en poste, hein, je le reconnais. Mais il y avait mon chef qui faisait tampon entre moi et puis la DG. Et maintenant, avec du recul et tout, je vois très bien que si j'étais restée, j'aurais été en contact direct avec la direction générale. Et c'était un peu un management par la peur là-bas. Et moi, je ne le sentais pas trop quand j'étais alternante parce que il y avait quelqu'un qui faisait tampon entre les deux, mais en vrai, je voyais bien comment mon chef il stressait avant de devoir présenter son travail, alors qu'il faisait bien son travail. Et l'idée d'être à l'aise dans un poste, parce que j'étais à l'aise dans mon poste, et surtout qu'il y avait beaucoup d'Excel, vraiment, j'insiste, mais j'adore ça. Et d'ailleurs, je n'en fais pas en thèse, ça me manque. Mais du coup, ça, c'était vraiment, j'étais à l'aise, et il y avait encore des choses à apprendre, mais c'était pas de l'apprentissage. Enfin, je sais pas pour ceux qui ont déjà eu une expérience en entreprise, mais dans chaque entreprise, c'est tellement différent que finalement, quand vous changez de poste, vous recommencez un peu à zéro. Surtout en contrôle de gestion, où j'ai été en tout, je vous ai pas détaillé tous les stages que j'ai fait, mais j'ai fait du contrôle de gestion dans 4 boîtes différentes. Et dans les 4, c'était jamais pareil. Et même si c'est l'idée d'apprendre à nouveau et tout, c'est bien, ça reste des spécificités à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et ça reste des mécanismes à apprendre. Enfin, c'était pas ce qui m'intéressait. Moi, j'avais vraiment un côté j'avais envie de poser les questions. Pourquoi? D'ailleurs, quand j'étais dans l'édition, on éditait des livres, c'était des pourquoi, mais pour les enfants, vous savez. Et moi, j'aimais bien les lire quand je m'ennuyais. Parce que j'aime bien répondre pourquoi, comprendre pourquoi, quand j'ai commencé à faire de la recherche en audit, c'était pourquoi les étudiants qui font des stages en audit, après retournent en audit. Voilà, je m'intéressais à ça. Parce que moi, je n'avais pas fait ce choix-là. Et finalement, aujourd'hui, je ne travaille plus du tout sur ça. Mais voilà, je voulais répondre à des questions pourquoi, chercher de l'info. J'aimais bien lire des articles de recherche. Et puis, il n'y avait pas d'enseignement aussi. Alors, même si après, en entreprise, on peut être amené à encadrer des gens, ce n'était pas exactement la même chose. Et ta deuxième question, c'était je me sentais redevable parce qu'en fait, il y avait 1 an et demi qui était passé et on m'avait fait confiance pour que je revienne en alternance. C'est un peu compliqué, je passe les détails, mais je m'entendais extrêmement bien avec mes collègues et puis ils s'intéressaient à moi aussi. Enfin, ça, c'était important, ce que j'avais pas toujours eu dans mes stages. Là, on s'intéressait vraiment à ce qui j'étais. Ils s'intéressaient même à mon envie de faire une thèse, même s'ils avaient envie que je reste.
ils savaient que je voulais faire une thèse, enfin, on en parlait. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, bah, quand même, ça fait 1 an et demi qu'ils me payent, qu'ils me forment. Bon. Et voilà, je suis partie. Voilà. Si à l'origine, ce n'est pas la recherche qui t'attirait, mais l'enseignement, du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi l'enseignement dans le supérieur et pas dans le secondaire? Je me suis posé la question. À un moment, j'avais envie, je disais à mes parents, bah, j'aimerais être prof. Et à l'époque, dans ma tête, prof, c'était comme, enfin, c'était prof au lycée Max, quoi. On a du mal, je trouve, avant le bac, d'aller voir l'après. Et mes parents, à l'époque, me disaient, mais non, tu peux faire mieux. Bon, voilà. En vrai, actuellement, c'est quand j'ai fait le Lyon, je me suis dit, en fait, ce qui m'intéresse, les matières à l'EM Lyon m'intéressent, mais pas toutes. Par exemple, le marketing, pas du tout. Mais, et pourtant, j'ai actuellement des amis qui font des thèses en marketing. Hein, mais bref, quand je me suis rendu compte que la compta, Excel, le contrôle de gestion, tout ça, ça m'intéressait, je me suis dit, en fait, ça m'intéresse et j'aimerais, pourquoi pas l'enseigner. Et pour pouvoir enseigner ça, tu peux enseigner dans le secondaire, donc plutôt à des bacs pro, j'imagine. Mais dans tous les cas, ce qui est demandé, c'est une thèse, même si tu veux enseigner dans le secondaire. D'ailleurs, même en maths, les professeurs de lycée, très souvent, ils ont des thèses. Et puis même si vous voulez enseigner en prépa, tout ça, la thèse est souvent un passage obligatoire. Alors, il y a l'agrégation aussi, mais l'agrégation en gestion, donc en économie-gestion, donc ça regroupe... ça va regrouper compta, contrôle, audit, économie, théorie des organisations. Enfin, c'est très, très large. N'est plus très valorisé par rapport aux agrégations maths, physique, tout ça. Et ce qui est très valorisé actuellement, c'est la thèse. Ok. Voilà. Et j'ai une question, dans la même lignée, mais tu disais que quand on avait parlé à tes parents, au début, tu avais dit que tu peux faire mieux. Et du coup, un peu je sais qu'on n'en a pas du tout parlé avant, donc t'es pas obligé de répondre si c'est gênant. Mais justement, quelle vision du succès ils t'ont transmise et dans ton éducation, et justement, dans quelle mesure tu penses que tes choix d'orientation aussi ont été un peu guidés par ça? Je suis obligée pour ça de vous préciser le background socio-économique de mes parents. Ma maman n'a pas fait d'études elle n'a pas travaillé après son master en histoire parce qu'elle a élevé ses enfants. Et du coup, a repris ses études vers 40 ans, je pense. Et mon père, lui, était fils d'ouvrier et on va dire, il s'est élevé socialement. Enfin, on pourrait dire que c'est un transfuge de classe, puisqu'il s'est élevé socialement avec la prépa et une école d'ingénieur. Et du coup, pour mes parents, il fallait que je fasse des études secondaires, ça c'était sûr, minimum bac plus 5. Enfin, je sens cette pression-là, ils l'ont jamais formulé comme ça, hein, évidemment. Mais c'est-à-dire que, par exemple, quand on pense à professeur, souvent ça va être avec le CAPES plutôt. Et le CAPES, en fait, je dévalorise absolument pas le CAPES, au contraire, il y a pas de problème du tout. C'est juste, à l'époque, eux m'avaient pas du tout présenté ça comme une option valorisée. Alors qu'actuellement, mon avis n'est pas du tout le leur, et je pense que le leur peut changer aussi. Mais voilà, mais je ne savais pas du tout que pour enseigner, il fallait faire une thèse. Enfin, si, je savais que pour enseigner en histoire, il fallait faire une thèse, mais c'est très spécifique, l'histoire. Et chaque domaine a ses spécificités. Voilà, moi, j'ai appris qu'il fallait faire ça quand j'ai contacté Géraldine Notgendre, qui m'a dit, j'ai fait une thèse à Dauphine. Et en compta contrôle audit, il y a 2 endroits pour faire sa thèse bien valorisés, réputés, on va dire. C'est Dauphine et Lille. Et mon copain habitait à Paris. Et voilà, c'est comme ça que j'ai choisi Dauphine à Paris. Ok, merci beaucoup. Je pense que j'ai à peu près posé toutes les questions que j'avais en tête. Il y avait aussi celle, mais ça reste sur le côté un peu du succès dont je te parlais il y a 2 secondes, mais puis justement par rapport à l'école, tu l'as un peu mentionné tout à l'heure en disant que tu n'avais pas forcément le niveau de vie de quelqu'un qui sortait de l'EM. Et même si tu as fait tous tes calculs pour pouvoir réussir justement à la fois vivre, à la fois rembourser ton prêt, etc., comment tu as vécu pas forcément cette remise en question, mais justement se dire, ok, j'accepte de pas forcément être sur le même pied d'égalité que les autres en sortant d'études? On en avait un petit peu parlé quand on a préparé ça. Le problème, quand on sort d'école déjà, quand on sort de prépa, puis d'école de commerce ou d'ingénieur, même, c'est que tes amis, la plupart, pas tous, ont une trajectoire plus classique.
ont de beaux salaires et on disait que ça commençait à se faire sentir après quelques années après la sortie, quoi, quand il y a un écart de salaire. Ça va être sur les sorties, enfin les vacances, Enfin bon, voilà, chacun, bien sûr, a son rapport à l'argent, voilà. Mais mon copain aussi a fait une thèse, donc tous les deux, on est, je veux dire, en dessous de nos amis, mais c'est pas grave, déjà parce qu'on en parle. Enfin, nous, il n'y a pas trop de tabou sur ça, je pense. Et ensuite, parce qu'on est deux, et ça, j'avoue que ça aide énormément. Ça aide énormément toute seule, je sais pas. Bon, déjà, la thèse toute seule, je sais pas. Mais la thèse toute seule, dans ces conditions, je sais pas trop non plus. Je serais peut-être allée à Paris. J'aurais peut-être fait ma thèse à Lyon, ou je sais pas. Enfin, à Lyon, je dis à Lyon parce qu'il y a mes parents à Lyon. Mais il y a pas mal de doctorants qui habitent encore chez leurs parents, hein, parce que il y a des doctorants aussi qui ne sont pas payés, et puis il y a des gens qui font des thèses. Moi, j'ai eu la chance, j'estime vraiment avoir la chance d'être payée pour faire ma thèse, parce que déjà, tout le monde n'est pas payé. Certains sont obligés de faire donc, ce qu'on appelle une CIFRE, c'est-à-dire faire une sorte d'alternance en entreprise pour faire sa thèse. Et il y en a aussi qui font leur thèse après avoir fait, je sais pas, 20 ans d'expérience professionnelle. Et ça, on remarque dans notre labo que c'est souvent des femmes qui ont des enfants et un travail à côté, et du coup, qui ont besoin de plus de temps et qui ne sont pas payées pour faire leur thèse. Et donc, j'estime qu'à côté d'elles, j'ai énormément de chance de faire ce que je veux déjà à la sortie de l'école, et ensuite d'être payée. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Apolline, désolée. Non, mais en fait, oui, parce que c'est vrai que l'argent, j'ai l'impression du moins que c'est un gros tabou quand tu sors d'école, ou ne serait-ce que demander le salaire à ton voisin. Tu ne poses pas forcément, et tu peux voir justement, comme tu disais, les différences de salaire se creuser aussi dans les groupes de potes, mais sans qu'il y ait nécessairement des discussions là-dessus et sur les rythmes de vie. Et du coup, tu as trop bien répondu en disant que vous en parliez beaucoup. Et je pense que c'est déjà un bon pas. Mais je vois ça avec mes amis IES de l'EM Lyon. Par exemple, j'en ai une, elle est en cabinet de conseil. Et moi, ça m'intéresse de savoir quel est le salaire, quelle idée de conseil, quelle est l'évolution du salaire, tout ça. Mais quand je lui pose la question, alors que il n'y a pas d'histoire de confidentialité, je ne suis pas dans une boîte concurrente, je ne cherche pas à me faire recruter, mais je sens de la réticence quand même à en parler. Je comprends. C'est, on va dire, intime, mais c'est important. Enfin, je pense que tout le monde veut s'assurer à la sortie de l'école de pouvoir manger, avoir un toit, et un toit possiblement là où on veut. Enfin, par exemple, je crois que j'avais dit, je t'avais dit à Pauline que nous, on n'habite pas à Paris même, parce que ça coûte beaucoup trop cher, et on a privilégié d'habiter en dehors de Paris et d'avoir plus de transports en commun, surtout pour moi. Mais regardez, j'ai une pièce juste pour travailler pour moi, ce que j'apprécie depuis le confinement, ce que je n'aurais pas si j'habitais dans Paris même. Voilà. Ouais, donc c'est des questions, pas forcément de compromis, mais de réflexion en amont aussi. De confort de vie. C'est pareil, le rythme en audit, tu vois, l'audit, ça me plaisait, mais le rythme en audit, c'était un confort de vie qui ne me convenait pas, de travailler jusqu'à... Déjà, j'avais du mal à mes stages normaux quand j'étais obligée d'être au moins là entre 9h et 17h. Parce que c'est contraignant, c'est-à-dire que vous avez un coup de barre en début d'après-midi, et moi, je sais que j'ai souvent un gros coup de barre en début d'après-midi, vraiment fort. Au travail, quand vous êtes en entreprise traditionnelle, c'est très difficile de se contrôler, de contrôler son corps. Vous allez pas bien, vous avez un problème avec un électricien, tout ça, en fait, j'ai aussi cette flexibilité dans la thèse et dans le poste que je veux faire plus tard, et je vais te répondre oui au passage. J'aimerais être enseignant-chercheuse. Je ne sais pas encore si je veux l'être dans le public ou dans le privé, parce que ça n'a pas les mêmes contraintes. Il y a des contraintes d'excellence dans le privé. Donc, dans le privé, c'est école de commerce, école d'ingénieur. Voilà, principalement dans mon domaine. Et il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup plus de pression que dans le public, c'est sûr. Et aussi, juste pour revenir entre secondaire et enseignement supérieur, en étant thésarde et en commençant à donner des cours, tout ça, vous avez un contact avec les étudiants qui n'est pas le même que celui que vous pouvez avoir dans le secondaire. Par exemple, j'ai déjà encadré des mémoires l'année dernière, et déjà, c'est une expérience un peu bizarre de passer de l'autre côté et de dire mais je suis pas compétente, surtout quand l'étudiant débarque avec son sujet de mémoire et tu connais rien dessus et il faut que tu l'encadres pour qu'il fasse son mémoire.
Mais en fait, ça fait une proximité avec l'étudiant qui n'est pas du tout pareil que quand on donne cours à 30 élèves. Je donne cours à 30 élèves, 60 élèves, mais après, ils vont me poser plus de questions, ils vont plus chercher l'échange, ils vont manger mes pauses pour me poser des questions, mais c'est pas grave. Mais et puis ils sont dans un moment aussi, ils veulent s'orienter professionnellement et ils choisissent leur cours aussi. Je donne cours à des M1 et c'est des gens qui ont choisi leur orientation. C'est plus des L1 qui entrent et qui ont un parcours bateau. Et du coup, tu es aussi là pour les orienter, pour répondre à leurs questions et pour leur donner de l'intérêt éventuellement dans ta matière. Et donc, bon, j'enseigne le contrôle de gestion, mais ça veut dire que j'essaie de les prévenir sur ce qui les attend après en entreprise. Et ça, oui, j'ai de la chance d'avoir fait des cours en contrôle de gestion, ça m'aide. Si je donnais des cours en compta, la compta, en vrai, en école, après, c'est du expert comptable ou audit. Donc, je pourrais parler de l'audit, mais je me sentirais pas légitime à parler d'aller ensuite, je sais pas, en banque d'investissement, parce que je n'ai pas du tout fait ça. Merci. Et je vois que Louis, du coup, te pose une autre question sur justement qu'est-ce que tu veux faire après ton doctorat. Oui, donc enseignant-chercheuse. C'est-à-dire de l'enseignement et de la recherche. Ok. Être chercheur seulement, aujourd'hui, c'est compliqué à part au CNRS qui recrute sur concours. Donc, ça veut dire, vous avez fait votre prépa, vous avez fait le Lyon, vous avez fait une thèse. Et après, vous devez refaire un concours. Bon, alors, voilà. Mais après, en comptabilité, contrôle, audit, il y a énormément de postes. On manque de doctorants, donc il y a des postes. Mais il y a d'autres domaines. Par exemple, dans mon laboratoire, il y a des gens qui font de la recherche sur... il y a une ancienne de l'EM Lyon qui fait de la recherche sur les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes, etc. Elle, ça va être plus compliqué pour chercher un poste, c'est certain. Mais il y a quand même besoin de postes. Il y a quand même besoin il y a des postes pour ces personnes-là. Moi, c'est juste, je suis plus spécialisée parce que je m'inscris dans la comptabilité contrôle et que c'est à la mode. Et voilà. Si ça se trouve, dans 5 ans, la mode, ce sera, je ne sais pas, complètement autre chose. Mais je ne sais pas, être prof de Big Data, par exemple. Avoir fait de la recherche en Big Data. Ah, j'avoue, peut-être. Mais à l'EM Lyon, ils n'arrêtent pas de mettre des cours de ça. Donc, et j'ai vu qu'ils commencent à chercher des thésards là-dedans. Donc, peut-être que si jamais c'est l'avenir de la data, l'EM sera dans cette brèche. Et juste, excuse-moi, j'ai repensé à autre chose. Il y a un doctorant actuellement avec moi, il vient de commencer. Et lui, il a fait 6 ans de conseil. Là, il fait sa thèse sur les contrôleurs de gestion. Et son but à lui, je sais que c'est de retourner en conseil après. Mais en ayant un profil plus valorisé, avec des missions moins pratico-pratiques, on va dire. J'ai pas trop compris. Mais en tout cas, apparemment, le conseil recherche de plus en plus de gens qui ont fait des thèses aussi. Ok. Donc, c'est pas... faire une thèse ne veut pas dire aller seulement vers l'enseignement et la recherche. Ok. Ah, je ne savais pas que tu pouvais faire des thèses sur le contrôle de gestion pour ensuite revenir dans le conseil. Oui, il y a plein d'entreprises, même par exemple, si tu fais une thèse sur la RSE, il y a plein de sujets en fait qui intéressent les entreprises, mais du coup, tu vois, tu rentres plus dans les mêmes départements, plus au même poste que si tu fais un parcours plus traditionnel. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, c'est juste différent et c'est à voir ce qui t'intéresse, quoi. Effectivement, tu as des profils. Je rebondis juste sur cette chose-là, cet aspect-là, puisque moi, dans une boîte dans laquelle j'ai bossé, j'ai connu une nana qui était du coup docteur en neurosciences et qui du coup avait un apport vraiment très intéressant dans l'univers de la formation, dans l'organisme de formation dans lequel elle travaillait. Et du coup, c'est vrai que ça vient créer en fait des compétences croisées et avoir le chercheur au sein de l'entreprise. Très souvent, c'est vraiment un avantage selon les domaines, effectivement, parce qu'ils apportent quelque chose de différent et d'encore plus riche que juste de l'expérience terrain, quoi. Voilà, juste un rebond sur le sujet. Oui, et après, c'est aussi des gens qui vont permettre de faire le lien entre théorie et pratique. Parce que, par exemple, quand je faisais mes stages en contrôle de gestion, à aucun moment j'ai croisé la théorie que nous avait présentée à l'EM Lyon. Alors, quand on fait de la recherche en contrôle de gestion, c'est pire encore, je pense, parce que tu vois des choses que tu verras jamais en pratique. Si, tu les verras, mais sur des cas tests ou des choses comme ça. Donc, je pense que ces personnes-là aussi peuvent aider à faire le lien entre la pratique et la théorie, parce qu'il y a des choses où il y a de la recherche et ça pourrait aider, mais en fait, après, les entreprises n'appliquent pas, parce qu'elles ne connaissent pas, parce que c'est difficile à appliquer et tout ça.
Par exemple, ma thèse, parfois, on me demande, OK, mais ça sert à quoi? Bon, bah, oui, je sais pas encore. J'espère que ça servira à quelqu'un en pratique, en plus de servir à la recherche. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir suivi. J'espère que tu en sors un petit peu plus outillé pour te lancer sur le grand bain du travail toi aussi. En attendant, si tous ces sujets d'orientation t'intéressent, tu peux regarder dans la description de cet épisode. On t'a mis un petit lien vers la newsletter où on continue à creuser ce sujet. À bientôt!